Bien bonjour, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans les locaux de l'APST. Comme vous le savez, nous organisons depuis le début de l'année une série de conférences sur les grands sujets, les sujets du nouveau monde, ceux évidemment l'intelligence artificielle, de Google, de l'influence et tous les sujets qui intéressent le tourisme en général. Et en particulier celui de l'influence puisque c'est la conférence qu'on est en train aujourd'hui de vous présenter. Alors, pour ce faire, j'ai invité Stanislas, qui lui est un expert, merci madame, je vous en prie. J'ai donc invité Stanislas, qui est un expert de l'influence. Il est arrivé dans le monde du tourisme puisqu'il est passionné de tourisme, donc c'est une bonne chose. Et puis, il fallait qu'il occupe un créneau, et ben c'est celui du nouveau monde dans le domaine du tourisme. Et alors, on a voulu, puisque ça doit être très pratico-pratique, hein, c'est la volonté d'Alix Philippon, que nos conférences puissent s'adresser de toute façon à tout le monde, ça c'est certain, et aussi aux petites entreprises qui n'ont pas toujours les moyens d'avoir tant un webmaster, tant un DSI, etc., etc. Donc, qui est venu avec une blogueuse qui va pouvoir répondre à vos questions. Alors, je vais commencer à demander à Stanislas de se présenter et ensuite à Marion de se présenter. Donc, Stanislas, la parole est à toi. Stanislas. Il y a 3 ans, après des études à l'ESCAET, avec Célia, qui est mon associée, on s'est dit que ça serait peut-être bien de créer notre propre agence de communication parce que nous-mêmes, nous étions freelance pour différentes agences. On travaillait notamment dans le secteur du luxe, etc. Pas forcément ce qui nous passionnait le plus puisqu'on préférait quand même le secteur du voyage où il y avait des petites startups avec très peu de budget et des grosses sociétés qui nous disaient « Non mais vous êtes encore trop jeune, allez vous casser les dents et puis potentiellement plus tard on pourra travailler ensemble ». C'était à Aix. On s'est dit finalement ça serait peut-être bien d'aller sur Paris et de faire jouer sur le réseau et puis on a naturellement mieux réussi que si c'était dans le sud. Alors on regrette énormément le soleil, mais finalement on a trouvé une véritable passion ici et qu'on développe au quotidien avec beaucoup de nouveaux collaborateurs et beaucoup de sociétés, notamment dans tout ce qui touche aux réseaux sociaux, au community management, à l'influence, à la production de photos, vidéos et sites internet. Et quand Rémi nous a parlé de cette conférence, naturellement on s'est dit que le sujet de l'influence, il s'intéressait à tout le monde. Qu'on soit une petite start-up comme un très gros groupe ou même une destination. La seule chose qui nous animait le plus et sur laquelle on voulait vraiment avoir beaucoup d'intérêt pour vous, c'était d'avoir des cas, notamment avec des agences de voyage, qu'elles soient très petites comme un petit peu plus grosses. Et on a pensé à Marion, qui est avec nous aujourd'hui, de Mademoiselle Voyage. Et à qui je laisse la parole pour qu'elle puisse se présenter. Alors c'est quand même à moi de donner la parole à Marion. Mais alors Marion, donc précisément, merci d'être venue, merci d'être la représentante de cette profession que vous allez nous aider à découvrir. Et alors si vous voulez donner votre nom et puis votre périmètre d'intervention. Alors, bonjour à tous, moi je suis Marion du blog Mademoiselle Voyage, mais avant d'être l'auteur d'un blog, je vais vous expliquer rapidement mon parcours professionnel. J'ai un BTS tourisme, j'ai une licence de tourisme, j'ai une carte de guide, j'ai aussi une formation Amadeus et merci, heureusement, il y a Mr Fly Pro et Rezaneo, donc je ne fais plus d'Amadeus. Mais j'ai de l'expérience en tourisme depuis plus de 10 ans maintenant. Je viens du sud de la France moi aussi, de Cannes, et donc j'ai vraiment fait toutes mes expériences dans le sud de la France et à l'étranger. Donc depuis maintenant 2007 à peu près, ça fait plus de 10 ans, je suis accompagnatrice de voyage. Donc j'accompagne des groupes dans le monde entier et je m'occupe de toute la logistique, la traduction, enfin tout. Depuis 2015, à la suite d'un tour du monde d'1 an que j'ai fait avec mon fiancé, on a créé tous les deux le blog qui s'appelle Mademoiselle Voyage et qui a vraiment décollé depuis notre retour de tour du monde, donc en 2016. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? J'ai une casquette d'accompagnatrice de voyage, bon c'est bien, mais j'ai maintenant un blog de voyage et j'ai de plus en plus de demandes. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Et puis j'étais un petit peu un ovni moi dans le milieu.
parce que j'avais pas de stabilité. J'avais envie de travailler, j'avais envie de créer du voyage sur mesure avec toutes ces expériences, tous ces voyages. Mais à chaque fois, on me fermait les portes et on me disait bah non, vous êtes instable, ouais, vous créez du voyage, mais qu'est-ce que vous avez créé? Puis en fait, moi, j'avais plein d'idées dans la tête, quoi. Donc je me disais, je peux vous montrer que je peux créer des choses. Et j'ai une formation pour ça, enfin, je suis vraiment capable. Et puis, oui. Alors Marion, on va en parler. Ah pardon. On va en parler, mais non, c'est très bien, c'est très Faut bien. me couper, parce que je oui, parle ça, beaucoup. comptez sur moi, il n'y a pas de souci. Donc on va en parler, ça c'est évidemment le sujet principal. Mais avant, évacuons tout de suite une question que vous vous posez tous, j'imagine. Blogueur ou influenceur? Alors Stanislas, la parole est à toi. Merci de nous préciser la différence entre un blogueur et un influenceur. Alors en soi, il n'y en a pas. On aime bien en donner en disant c'est quoi la différence entre un blogueur et un influenceur. Aujourd'hui, ce dont on parle réellement, c'est d'influence. Vous êtes tous tout simplement des influenceurs. Quand vous allez être en repas de famille et qu'il y a 8 personnes autour de vous à qui vous allez recommander d'aller visiter Petra en Jordanie parce qu'au final c'est un pays qui est très sécuritaire et qu'il faut vraiment y aller et qu'au final vous arrivez à faire partir 6 de vos amis sur les 8 personnes qui étaient avec vous, vous avez aussi une influence. Un blogueur et un influenceur, il est là pour créer un acte d'achat et un acte d'engagement. Un acte d'engagement qui peut être sur les réseaux sociaux. J'ai beaucoup adoré ce que tu as partagé, j'ai mis un like, j'ai partagé cette publication, avoir des visites sur un blog ou tout simplement aller directement sur la page de l'agence de voyage avec qui vous avez travaillé, faire une demande de devis ou passer directement à un acte d'achat en ligne. Alors ça c'est bien. Alors maintenant j'ai une deuxième question à te poser. Une question aussi qui nous interpelle. Bon, moi je suis journaliste, j'ai fait toute ma carrière dans le groupe Hachette, et aujourd'hui arrivent des blogueurs qui n'ont pas leur carte de journaliste. Bon, il y a donc deux mondes qui sont différents. L'idée, Sébastien évidemment, Stanislas, c'est de ne pas opposer les deux mondes. En fait, il y a un monde complémentaire qui est celui que représente Affluence. Est-ce que tu peux nous définir en 3 phrases qu'est-ce que tu peux apporter comme complémentaire au métier du journalisme d'une façon classique? Waouh. 3 phrases. En soi, je dirais simplement déjà que la presse et les blogueurs sont déjà, pour commencer, complémentaires. On a besoin de la presse qui relate des faits, principalement, et on a besoin des blogueurs et des influenceurs, comme on peut le dire, qui, eux, vont relater d'une expérience. Ils en ont marre de voir ce qui se passe à la télé, sur BFM, les gilets jaunes qui vont tout casser de partout dans Paris. Ils vont plutôt montrer les bons côtés des choses. Alors c'est intéressant. Donc déjà, il y a un prisme que tu donnes, apporter d'une façon positive une expérience. Donc l'influenceur a déjà un rôle qui, au niveau économique et oui, alors personnifié, mais même au-delà, c'est-à-dire apporter une valeur ajoutée au voyage, à l'expérience, etc. Donc on est déjà dans un domaine où on choisit son camp. Tout à fait. Alors oui et non. En soi, on se personnifie naturellement un blogueur, un influenceur parce qu'il parle à la première personne du singulier, alors qu'un média va parler à la troisième personne. On va plutôt relater un il ou lui ou ce restaurant en particulier, etc. Alors qu'un influenceur ou un blogueur commencera par dire « j'ai beaucoup aimé, j'ai préféré, je vous recommande, etc. etc. » Alors, avant de passer la parole à Marion, dernière question, Stanislas. Tout le monde, ou certains de vous étaient présents au congrès qu'a organisé le DV à Madère. On a eu une présentation intéressante sur l'influence, absolument passionnante pour ceux qui avaient un budget de 30 000 € à dépenser. Pour autant, est-ce que tu peux confirmer aux personnes qui sont dans la salle et à nos auditeurs et téléspectateurs en ligne que finalement l'influence peut être aussi un moyen de levier pour les petites entreprises? Alors tout à fait. Nicolas, comme tel qu'il a suggéré, effectivement, a dit qu'il y avait des opérations d'influence à 30 000 €, mais qu'il y en avait aussi qui étaient à un budget beaucoup plus faible. Tout ce qui a été dit a été extrêmement intéressant et heureusement qu'il y ait une évangélisation qui est commune à toutes les agences de communication aujourd'hui sur le secteur. Et le point qui est important, c'est qu'il y en a pour tous les budgets. Faut-il encore bien se rendre compte que travailler avec un blogueur ou un influenceur, déjà, ce n'est pas une solution miracle, et 2, il faut qu'il corresponde à la fois à vos valeurs, mais aussi à vos objectifs, et surtout à votre cible.
vous n'allez pas communiquer de la même manière, ce n'est pas exactement le même type de persona auprès de qui vous souhaitez communiquer, auprès de qui vous souhaitez vendre des voyages. Donc naturellement, il y a déjà toute une étape préalable avant de déjà dire je vais ouvrir mon portefeuille pour bosser avec un blogueur ou un influenceur alors que votre argent serait peut-être mieux investi ailleurs. Alors bon, maintenant on va rentrer dans le concret parce que je sens que la salle a besoin de solutions. Marion, rentrons dans le concret. Ça coûte d'envoyer un blogueur à l'extérieur. Est-ce que vous pouvez nous donner déjà quelques notions de ROI? Comment ça? Eh bien, quelques notions de retour sur investissement. Okay. Une agence a besoin de faire venir, par exemple, des clients dans son agence. Est-ce qu'à cette problématique-là, un blogueur peut apporter des réponses? Alors, moi je vais rebondir par rapport à ce qu'a dit Stanislas. Oui, il peut, si on a déjà bien ciblé le blogueur en question et avec qui on veut travailler. C'est-à-dire qu'il faut, dans un premier temps, et c'est ce que je m'étais noté dans le point, c'était que sa communauté au blogueur soit vraiment en rapport avec la typologie de clients de l'agence. Donc c'est vraiment un bon ciblage. C'est-à-dire qu'il faut lui demander quelle est sa typologie. Est-ce que c'est des familles? Est-ce que c'est des individuels? Est-ce que ce sont des jeunes, des moins jeunes, des baroudeurs? Il faut déjà qu'on sache. Parce que derrière, on saura s'il y a du pouvoir d'achat. Alors Marion, soyons précis. Vous pouvez rencontrer une agence de voyage. Il y en a ici dans la salle. La première approche que vous avez avec elle, c'est de dire, bon écoutez, quelle est la cible que vous choisissez? Parce qu'une agence de voyage, elle est généraliste. Elle a des jeunes, elle a des moins jeunes, elle a des familles. Donc, elle va choisir avec vous un segment qui lui semble porteur et discuter pour que vous puissiez lui dire, sur ce créneau, je peux vous apporter quelque chose. C'est un peu ça? Je traduis bien? C'est ça. Grosso modo, c'est ça. Moi, si je prends mon exemple à moi, quand l'agence est venue me recruter, elle savait derrière et je lui ai dit, moi j'ai de nombreuses demandes par mail via le blog. Malheureusement, je ne peux pas encore vendre, mais je savais derrière que j'avais des gens qui avaient du pouvoir d'achat. Je savais que c'était des familles, je savais que c'était des couples, mais je ne pouvais pas vendre. Donc oui, moi j'avais déjà un ciblage et je connaissais ma communauté. Je n'avais pas des très jeunes, j'avais une communauté qui commençait à partir de 25 ans jusqu'à 60 ans. Ça, c'était vraiment mon créneau. Alors, donc si j'ai bien compris, Marion, vous-même vous faites ce travail-là. Vous avez votre communauté que vous avez segmentée de façon à pouvoir répondre à des demandes précises des agences qui font appel à vous. Exactement. C'est-à-dire que moi, quand j'ai ouvert le blog, je savais déjà derrière que je voulais vendre du voyage. Donc, j'ai aussi ciblé mes voyages et mes attentes pour, entre guillemets, attirer des gens sur le blog, attirer des gens qui avaient un pouvoir d'achat et leur proposer derrière quelque chose, donc un voyage qui serait possible d'acheter dans le futur. Donc oui, moi, j'avais déjà ciblé ça. Alors, j'aime bien vous entendre. J'aime bien vous entendre par rapport à ça. Puisque depuis 20 ans, ce que je dis, c'est que l'avenir de la vente du tourisme passe par la convergence, c'est-à-dire l'association des contacts que vous avez physiquement avec vos clients quand ils viennent vous voir dans votre agence et le digital. Donc, à vous entendre, c'est ça. C'est-à-dire que vous apportez la dimension digitale puisque vous avez sur le net réussi à générer une communauté que vous allez mettre au service des agences de voyage. Tout à fait. Il y a donc ça et en même temps l'expertise terrain. Puisque derrière, on vient me consulter parce que j'ai fait beaucoup de voyages, parce que j'ai l'expérience, parce que j'ai la connaissance. Et donc, il y a une certaine confiance qui m'est attribuée via le blog. On me connaît, on a l'impression de bien me connaître et moi, je ne connais pas ces personnes derrière. Mais en tout cas, j'ai comment ce pouvoir de persuasion et arriver à les convaincre à acheter derrière. Oui, tout à fait. Donc Stanislas, est-ce qu'on peut dire aux gens qui nous écoutent que l'influence c'est quand même relativement récent, est-ce qu'il y a déjà des success stories dont on peut parler et qui peuvent servir d'exemple à l'auditoire? Tout à fait. Déjà, je vais reprendre certaines bases. On l'a dit, travailler avec un blogueur ou un influenceur, déjà, ce n'est pas une solution miracle, il faut y réfléchir, il faut l'appréhender. Il faut aussi voir si l'influenceur avec qui vous souhaitez travailler, vous l'avez bien ciblé, il correspond bien à vos valeurs, il portera très clairement votre message, c'est-à-dire vos promesses de vivre des expériences, de vivre de beaux voyages, etc. Mais avant tout, il faut savoir créer l'expérience autour de ce voyage. C'est-à-dire, quand vous allez vouloir travailler avec eux, il faut pouvoir trouver un concept derrière. Juste dire, pars en moment, s'il te plaît, faire une belle croisière dans les Caraïbes, ça ne suffit pas. Qu'est-ce qui va permettre demain de pouvoir attirer du public
sur vos réseaux sociaux ou directement sur votre site internet? C'est ça la question à se poser. C'est comment vous allez arriver à générer du trafic et surtout comment vous allez réussir à convertir au travers de l'opération que vous allez mener avec eux, c'est la génération de tous ces prospects supplémentaires que vous n'obtiendrez pas par vous-même. Oui, mais Stanislas, voilà. Alors, juste, je reviens là-dessus, puisque t'es- du coup, les deux belles success stories, elles Non, émanent de attends, ça. allons plus loin. Restons juste une minute sur ce que tu viens de dire là. Ils veulent bien, eux, savoir justement trouver les bons concepts ou les bons leviers pour que justement ça puisse avoir un effet d'entraînement. Mais là, il faut leur donner des conseils. Ouais, bah on y arrive. Dans quelle direction aller? Parce qu'il faut donner des solutions là. On y arrive. Du coup, je disais, les deux belles success stories que vous pouvez utiliser, il y en a une notamment qui existe, c'est une petite agence de voyage sur mesure avec qui on travaille depuis un long moment sur leurs réseaux sociaux, qui nous disait que c'est super ce que vous faites, mais j'aimerais bien aussi trouver de nouveaux moyens, de nouveaux leviers pour pouvoir travailler plus intensément sur les réseaux sociaux parce que je comprends bien que c'est par là que j'obtiens un maximum de trafic. Très bien. On a réfléchi un peu, ça a pris un peu de temps, mais on a réussi à finalement sur un tilt lors d'une réunion avec une influenceuse qui s'appelle Little Gypsy, à trouver un concept qui s'appelle simplement de créer un voyage complètement personnifié comme elle l'aime. Sur 3 destinations, donc il y avait la Mongolie, il y avait la Norvège et il y avait La Colombie-Britannique. pardon, la Colombie-Britannique aussi. Donc 3 beaux voyages, notamment autour de la nature, pour aller voir des orques sur 2 de ces voyages, notamment en Norvège et en Colombie-Britannique. Et l'idée était la suivante, créer des groupes de 10 personnes qu'elle accompagnerait sur place. Très bien, elles ont monté le partenariat ensemble, elles ont trouvé un deal commercial toutes les deux, principalement sur la marge, puisque de toute façon on est entre professionnels du tourisme, il ne faut pas se leurrer. Elle a lancé les voyages. Elle a lancé ça le vendredi soir, donc elle a annoncé sur ses réseaux sociaux, ça y est, on va pouvoir enfin partir ensemble. Venez sur le site de Voyage Couture et vous allez pouvoir voir, j'ai créé 3 magnifiques voyages avec l'agence et on va pouvoir partir ensemble. Il y a 10 places de disponibles par voyage. Voilà, je vous attends. J'espère qu'on pourra partir, on pourra se rejoindre sur chacun de ces voyages ensemble. Le site est tombé pendant tout le week-end, c'est-à-dire que plus aucune connexion était admise, page noire, tellement il y avait eu de connexions et finalement, le site a réouvert le lundi matin et en l'espace d'une semaine, elle avait généré un petit peu plus de 100 000 € de chiffre d'affaires parce qu'elle avait créé un concept autour de ça. Elle avait trouvé l'influenceuse en lui disant voilà, il faut vraiment qu'on puisse créer des voyages qui te ressemblent, avec qui tu pourrais partir sur la destination et en même temps faire ma publicité, etc. etc. On s'est retrouvé face à 3 situations auxquelles en réalité, qui étaient totalement naturelles mais qui étaient bien là. 100 000 € de générés, 3 voyages remplis, un voyage en liste d'attente supplémentaire créé par l'agence, des demandes de devis supplémentaires qui sont arrivées parce que les prix ne correspondaient pas, ils n'avaient pas forcément le budget, donc ils voulaient voir un petit budget un peu moins cher, des personnes qui ne voulaient pas partir en groupe mais plutôt tout seul sur les mêmes concepts de voyage. Et une troisième situation où tout simplement les dates ne correspondaient pas à leur disponibilité, donc elles ont souhaité partir plus tard. Suite à tout ça, se sont bien rendues compte toutes les deux que l'influenceuse avait adoré faire ces voyages-là, donc super partenariat. L'agence a généré du chiffre d'affaires et en plus a trouvé une personne qui était la parfaite représentante des idées, des valeurs qu'elle souhaitait transmettre à l'ensemble de ces voyageurs. Elles ont créé plusieurs voyages pendant toute l'année et chaque mois, quand elles relancent un de ces concepts-là, c'est plein. Donc, success story en quelque sorte. C'est une success story. Eh ben, on va en parler d'une deuxième, parce que je crois que tu en as une deuxième à nous donner. Mais alors Marion, à vous quand même, vous en avez aussi des success stories à nous raconter pour donner concrètement la façon dont vous avez réussi à générer des voyages ou des clients dans les agences qui travaillent avec vous? Alors moi j'ai fait une OP il y a 1 an à peu près, justement pour l'agence Travel Insight, où on est parti au Brésil faire découvrir la côte de Fortaleza à Canoa Quebrada en buggy. Donc jusque-là, c'était pas trop connu, on est parti avec 3-4 blogueurs et on s'est dit on va tout donner dans cette campagne et c'est ce qu'on a fait. On a fait connaître avec nos communautés différentes, notre dynamisme à tous.
Et au final, bon, ça a vraiment plu, ça a été partagé sur les réseaux sociaux, il y a eu beaucoup de visibilité. Donc je me suis dit, waouh, super, bah, ça a marché. Sauf que bah, moi, je suis rentrée en France et j'ai eu de suite, peut-être quelques jours après, une demande de devis pour 6 personnes, une famille, c'était donc 3 enfants, 4 enfants et 2 adultes. 4 adolescents. Et donc, je me suis dit, ah oui, d'accord, il y a de quoi faire. Sauf que donc là, j'ai confié le dossier à l'agence qui nous avait organisé le voyage. Je lui ai passé directement le dossier, je ne l'ai pas organisé par moi-même. Mais en l'espace de quelques jours, le dossier était vendu. 6 personnes partaient faire la côte du nord-est du Brésil en buggy. Donc, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose. Et puis, j'ai vu qu'en partant comme ça, je suis partie en République dominicaine. Et ben derrière, j'ai fait découvrir la République dominicaine authentique. Et bim, de nouveau, même succès. Les gens ont réservé du côté de Samana, les hôtels, les activités. Ils m'ont demandé des devis. Donc, je me suis dit, bon, ben, ça marche. Je suis partie aux Bahamas récemment. Et encore une fois, la même chose. C'est une maman qui a suivi le voyage, qui suivait déjà le blog Mademoiselle Voyage et qui a dit « Vous m'avez donné envie, c'est exactement ce que je veux faire pour cet été. » Donc une famille, un couple et 2 enfants. Et là, j'ai réservé il n'y a pas très longtemps un Miami, Floride, le même voyage que j'ai fait il y a 2 mois aux Bahamas. Et c'est la même chose, donc je sais que ça marche. Parfois c'est long, parfois c'est immédiat. Et parfois, il faut juste semer une petite graine pour que ça mûrisse aussi auprès des individuels. Ce n'est pas toujours immédiat, mais voilà, je sais que c'est une technique et que ça peut marcher. D'accord. Alors, comment ça se passe quand vous discutez avec une agence de voyage? Oui. Donc, vous l'aidez, comme on l'a dit au début, vous l'aidez à définir un concept. Donc, quel segment vous voulez choisir, sur quelle destination, avec quelle spécificité. Donc, fort de ce travail que vous êtes amené à faire, est-ce que vous avez déjà des indications à nous donner, des conseils à apporter pour aider les agences d'aller dans une direction plutôt que dans une autre? Vous dites pour travailler avec une blogueuse en question ou comment? Oui, c'est ça exactement. Comment travailler avec une blogueuse en question? Alors, il y a plein de points à prendre en considération. Donc, on a dit la première partie, c'était vraiment le ciblage, bien cibler le blogueur avec lequel vous allez travailler. Ensuite, il faut que cette personne, ce blogueur, ait aussi de l'expérience dans la relation client parce que c'est 80% du travail. Tous les blogueurs ne sont pas capables de vendre du voyage, ça faut vraiment bien l'assimiler parce que vous allez vous en rendre compte, on va vous dire oui, moi je veux créer du voyage, mais derrière, comment êtes-vous avec les clients? Est-ce que vous êtes capable de prendre en main un dossier du début jusqu'à la fin? Est-ce que vous êtes capable de le conseiller? Est-ce que vous êtes capable de vraiment tout prendre en main? Et ça, c'est 80% du travail. Ensuite, il faut aussi accepter la flexibilité du blogueur. C'est-à-dire que moi, je suis une fille de terrain, je ne travaille pas de 9h à 17h, je n'ai pas d'horaire et je m'en sors très bien. Je peux commencer à 10h, je peux travailler jusqu'à chez moi jusqu'à minuit, je travaille de chez moi, je travaille d'un espace de coworking. Donc il faut vraiment s'adapter à la flexibilité du blogueur. C'est très important parce qu'on ne gère pas les choses de la même manière. Et donc c'est ça qui fait partie aussi de l'éducation des agences de voyage, c'est vous adapter aussi à notre rythme et à notre manière de travailler. Alors, attention, je vais juste remettre un point important dans ce que vient de dire Marion. Il y a différentes manières de collaborer avec des blogueurs. Marion est ici surtout pour présenter le travail qu'elle apporte au sein de l'agence, puisque là, elle a parlé des flexibilités d'horaire, de comment il travaille, est-ce qu'il est capable de gérer des dossiers clients, etc. Mais juste pour remettre dans le contexte, il y a plusieurs manières de travailler avec eux. Marion, ici, apporte son carnet d'adresses, si je peux dire, donc ses followers à une agence en particulier avec qui elle a l'habitude de travailler et elle travaille au quotidien en tant que conseillère voyage. Il y a des blogueurs aussi que vous allez pouvoir faire partir sur une destination où là, on parle d'une mission de promotion. Et il y a un dernier point sur lequel vous pourriez travailler avec, là, on va plutôt parler de micro-influenceurs, producteurs de contenu. C'est de faire partir des blogueurs, des influenceurs sur une destination pour qu'ils vous produisent le contenu, c'est-à-dire vidéos, photos, du contenu rédactionnel, réseaux sociaux, prendre en main vos propres réseaux sociaux, ou là on va appeler ça un takeover, pour communiquer sur place en live en votre nom. Alors, Stanislas, évacuons une question difficile. Il y a eu beaucoup quand même de blogueurs qui se sont lancés et qui ont triché sur leur audience. Comment reconnaître un vrai blogueur qui a de l'influence et un blogueur qui veut partir gratuitement pour faire un voyage? Quels sont tes conseils?
comment reconnaître un vrai média qui fait vraiment de l'audience d'un média qui n'en fait pas? Oui, c'est ça. On ça, peut aussi, absolument. mais il y a des outils qui existent, il ne faut pas se leurrer, effectivement. N'importe qui peut lancer son blog demain et tout de suite avoir plus de 20 000 abonnés, peut avoir déjà un engagement de dingue sur ses réseaux sociaux, etc. Il y a des malversations. Ça existe, c'est présent. Vous tapez de toute façon followers gratuits ou acheter des followers dans Google, vous allez voir, il y a une multitude de sites qui vous permettent dès demain d'acquérir des followers qui n'existent pas. Toujours faire ça. Pardon? Oui, oui. C'est qu'ils allaient interdire ça. Non, non, Oh, non. ça ne changera jamais. Mais en soi, c'est simple. Quoi qu'il arrive, quand on veut travailler avec un blogueur, un influenceur, déjà, ça fait un petit moment que vous le suivez. Vous savez déjà comment il se comporte, vous connaissez déjà ses valeurs, vous savez déjà qu'est-ce qu'il aime le plus, vous savez comment il se comporte et vous avez déjà un premier feeling, si je peux appeler ça comme ça, de comment il se comporte directement sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, il y a des outils qui existent. Et le premier qui est l'un des mieux, ça s'appelle iPoditor, qui permet surtout de pouvoir aller regarder sur Instagram quel est le pourcentage de sa communauté en termes réels et en termes fake, c'est-à-dire simplement de savoir combien de followers il en a acheté, si jamais il en a acheté ou non. Ces outils-là, ils existent, ils sont en ligne, vous pouvez aller les vérifier. Il y a d'autres outils pour aller vérifier leur audience, notamment en termes de visiteurs uniques qui s'appellent SimilarWeb. Bref, il y a une multitude d'outils qui existent et qui vous permettront dès demain de savoir si ils sont bons, s'ils ont de l'audience, s'ils sont connus, etc. Mais quoi qu'il arrive, vous reconnaîtrez des influenceurs qui sont bons à mauvais, de ceux qui publient sans répondre à leurs commentaires, aux commentaires de leurs followers, ceux qui en sont proches, ceux qui publient régulièrement. Bref, en soi, aller cibler des personnes qui ont un certain professionnalisme, des personnes qui quelque part, quand ils publient une photo, ont tout de suite de l'engagement. Allez regarder, vous avez juste besoin de cliquer pour vérifier si leurs followers sont des Russes, des Ukrainiens et des Chinois et des personnes du Maghreb ou si c'est réellement des personnes françaises qui les suivent. En soi, la moindre petite chose sur les réseaux sociaux doit vous tilter et vous demander à aller un petit peu plus loin, à pousser vos recherches pour savoir s'ils ont une communauté vérace ou non. On fera un encadré, Clotilde, sur précisément ces différentes façons de vérifier la véracité d'un follower dans l'article avec une tribune de Stanislas. Regardez aussi s'ils sont anciens. C'est simple, une personne qui a 2 mois ou 3 mois d'existence et qui est déjà à 20 000 ou 30 000, à moins que ce soit un personnage de la télé-réalité, vous pouvez tout de suite vous en méfier. Donc après, c'est simplement du bon sens. Regardez à quelle régularité ils publient, depuis combien de temps ils sont en ligne, est-ce qu'ils répondent à leurs commentaires, est-ce que leurs photos sont professionnelles. Vérifiez aussi qu'avec ces personnes, ils soient déjà depuis un petit moment dans la blogosphère, qu'ils connaissent déjà comment ça fonctionne une agence de voyage. Je suis à peu près certain que la moitié d'entre eux ne savent pas faire la différence entre un tour opérateur, un distributeur. Donc rien que ça, déjà, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Bon, alors maintenant, concrètement, Stanislas, comment on organise un deal commercial avec un blogueur ou un influenceur? Quelles sont les règles qu'il faut connaître, que tu pourrais donner comme conseil à l'auditoire? Alors tout d'abord, la sélection, on ne va pas revenir dessus, on en a déjà bien parlé. Savoir le sélectionner, savoir vérifier qu'il vous corresponde bien. Prendre contact avec lui et déjà faire quelques échanges. Si vous avez la possibilité de pouvoir le rencontrer, rencontrez-le. Ensuite, il y a une étape qui est toute bête, c'est déjà de commencer par faire un devis et bien vérifier si ça correspond bien à ce que vous souhaitez faire. Si vous n'êtes pas très rassuré parce que c'est votre première fois, allez demander potentiellement un second devis à un autre blogueur ou une autre proposition. Nous, ce que l'on a l'habitude de demander, quand je vous parle de devis, c'est aussi une proposition de collaboration. Qu'êtes-vous prêt à faire ou à me donner ou à m'apporter en tant qu'agence pour qu'on puisse trouver le meilleur deal commercial possible ensemble parce qu'on a réellement envie de bosser avec vous. Déjà, ça c'est un premier point. Peut-être que vous arriverez à trouver des échanges marchandises. Une fois que vous avez trouvé le deal commercial qui vous convient le plus, là on va pouvoir commencer à travailler sur d'autres points, notamment une partie de contractualisation, que ce soit en échange de marchandises ou non, même si c'est gratuit, qui vous fait tout ça gratuitement. Pour vous, ça a un coût. Ça a un coût de voyage, ça a un coût de billet d'avion, ça a un coût d'hébergement, ça a un coût d'activité.
Il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Donc assurez-vous bien, au travers d'un contrat, qu'il remplira la mission qui lui a été demandée. Et ensuite, pense à une autre chose, c'est de réaliser des petits briefs communicatifs. C'est simple. Faites un petit document comme vous avez l'habitude de le faire. On le fait toujours à l'agence. Quand un influenceur part, ils ont toujours un carnet, Marion pourra vous le dire, avec le rappel du voyage comme vous savez très bien le faire, mais aussi des comptes à taguer, du brief communicatif, qui est la marque, quels sont les hôtels, quels sont les vols, qui sont les partenaires de l'opération. Bref, mettez tout ce que vous avez à dire dedans parce qu'il ne faut pas qu'ils l'oublient. Et ça peut aller très vite. Ou par exemple, mettre des suggestions. Nous, généralement, on suggère quelques idées de publication que d'autres influenceurs auraient pu faire juste avant. On leur met un peu en avant de manière à leur donner des idées. Mais alors surtout, et Marion pourra vous le reconfirmer derrière, quand vous réalisez ce brief-là, vous ne devez pas être là pour les contraindre. Vous n'êtes pas là pour passer une commande. Vous devez leur laisser de la liberté artistique. Ils doivent être là pour réfléchir, penser à des choses, retourner un peu la manière dont ils vont produire le contenu pour leur blog et pour leurs réseaux sociaux de la manière la plus libre possible pour qu'ils soient les plus inspirés et qu'ils ne se sentent pas quelque part, je travaille avec eux, mais il y a tout qui m'est restreint, j'ai le droit de rien faire. Au final, J'ai des contraintes. J'ai des contraintes, on m'a fait une commande de contenu, etc. Ça arrive. Comment ça se passe, Marion? Vous avez votre propre sensibilité, vous-même. Les agences, elles font ça depuis des années d'envoyer des voyageurs en vacances. Ils ont évidemment leur propre façon de travailler. Bon, alors, c'est quoi? C'est un échange, c'est des conseils, vous adaptez, c'est eux qui s'adaptent, c'est un peu les deux. Comment ça se passe d'une façon En fait, plus vous voulez précise? dire pourquoi moi, finalement, ça marche avec moi et ça ne marche pas forcément avec des agences de voyage. Alors, plus précisément, non, je parle de la relation que vous avez avec une agence de voyage qui vous demande d'aller faire la promotion d'un voyage que vous décidez de faire ensemble. Bon, comment se passe l'organisation de ce voyage? C'est-à-dire, de votre point de vue, quelles sont, vous, les contraintes que vous imposez à l'agence de voyage et comment ça se passe avec la volonté que les agences de voyage ont de vous donner quand même un brief assez cadré? Alors déjà, quand je reçois une demande ou quelque chose, si le projet ne me correspond pas, je le refuse tout simplement. Il faut que ça me ressemble, il faut que ça ressemble en fait tout simplement à mon blog et à ce que je vais pouvoir vendre derrière, puisque je pense toujours à vente moi. Donc si ça ne me plaît pas, je refuse. Si ça me plaît, j'essaye toujours de négocier pour amener ma petite touche personnelle dans un voyage, dans une production et que ça corresponde au mieux à mes attentes. Donc en général, vu que soit j'ai accepté la mission, soit je l'ai refusée. Donc si je l'ai refusée, c'est qu'elle ne me correspondait pas. Si je l'ai acceptée, c'est qu'il y avait quand même certains points que j'avais envie d'aborder et qu'on allait dans le même sens, l'agence et moi. Donc, alors, une petite précision. C'est vous qui allez voir les agences ou c'est les agences qui ont entendu parler de vous, ils ont vu votre blog, et ils vous ont fait venir? Comment ça se passe? la plupart du temps, les agences me contactent directement par email pour me proposer un projet, que j'accepte ou je refuse. Après moi, ça m'arrive aussi de solliciter des agences réceptives locales pour travailler en partenariat avec elles et pour proposer des projets parce qu'on n'y pense pas toujours et que l'agence va me dire « Ah ben tiens, c'était une bonne idée, j'y ai pas pensé. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que vous et moi, nous travaillions ensemble ?» Donc j'ai vraiment les deux cas de figure. Ça va dépendre de la destination, ça va dépendre en fait de la période, de tellement de facteurs que j'ai déjà fait ces deux expériences-là. Alors, Stanislas, ça coûte combien? Est-ce qu'on peut dire quelque chose? De faire partir un blogueur, ça coûte combien? Est-ce qu'il y a des échelles? Est-ce que c'est tarifé? On peut se baser sur quoi? Ça coûte déjà le prix d'un voyage, si jamais vous souhaitez le faire partir quelque part. Ça, c'est sûr et certain. Vous n'allez pas devoir y échapper, à moins que vous ayez d'excellents partenaires avec qui vous vous entendez très bien. Mais en plus du voyage, il y a bien évidemment les honoraires à prévoir, s'ils en demandent. C'est pour ça qu'on revient sur deux principes clés. Avant, on avait l'habitude de voir que 80% des voyages qui étaient effectués par des blogueurs ou des influenceurs étaient principalement en échange marchandises. Maintenant, la tendance est inversée. Il y a plutôt 20% qui sont en échange marchandises parce qu'ils ont réellement envie de vivre une certaine expérience et 80% qui se font rémunérer. Quand on parle d'honoraires, on parle bien évidemment du fait que un influenceur ou un blogueur, il a aussi son loyer à payer à la fin du mois, il a aussi sa nourriture à payer, il a aussi le matériel à payer quand il part sur une destination. C'est autant un professionnel que vous l'êtes. D'accord? Ça, c'est déjà la petite parenthèse à faire là-dessus. Savoir combien ça coûte, ça dépend de sa taille de communauté, de ce que vous souhaitez faire avec lui.
ça dépend de la création de contenu qu'il y a derrière. Bref, on ne peut pas du tout mettre un prix sur combien ça coûte de collaborer avec eux. Il y en a, alors ça existe, il y en a qui vont vous demander 17 000 € pour 2 jours, ça existe, et il y en a qui ont autant de communauté que cette personne qui va partir pour 2 jours à 17 000 €, qui va très bien partir pour 500 € parce qu'il aura trouvé l'expérience géniale. En soi, quand vous vendez un voyage demain à un prospect potentiel qui passe dans votre agence ou qui vous a contacté au travers de votre site internet, vous devez exactement le vendre de la même manière auprès d'un influenceur, de sorte que vous lui expliquez que vous aussi vous avez une expérience à proposer, vous n'avez peut-être pas les mêmes réseaux sociaux que lui, mais en tout cas ce que vous allez lui proposer c'est quelque chose d'unique, c'est quelque chose de potentiellement juste génial qu'il pourra partager auprès de sa communauté et essayer de jouer là-dessus de manière à essayer de faire descendre un maximum la facture. Parce que quoi qu'il arrive, même si c'est quelqu'un qui est professionnel et qui a besoin d'être rémunéré à la fin du mois, qui a besoin de payer son matériel, etc., c'est aussi quelqu'un qui est très humain. C'est quelqu'un qui a besoin aussi de partager, autant avec sa communauté qu'avec vous, qui a besoin de vivre certaines expériences, qui généralement fait un métier fortement plus agréable que ce que nous on a l'habitude de faire au travers de l'ensemble de leur voyage, bien que la plupart se lèvent quand même à 6 h du matin et vont faire presque des nuits blanches pour vous produire le contenu que vous attendez. Mais surtout, on ne peut pas dire combien demain ça va vous coûter. Il y a des ordres tarifaires. Généralement, quand on est un très gros influenceur, ça commence aux alentours des 8 000 € une opération. Et quand on est un plus petit blogueur, on peut commencer sur un échange de marchandises tout bête, proposer une note d'honoraire à 500 € en échange de quelques photos, en échange de plusieurs articles. Vous pouvez aussi voir avec lui pour qu'il n'y ait pas de note d'honoraire, mais que vous puissiez voir ensemble quel pourcentage il pourrait récupérer sur votre marge sur cette vente principale de voyage. Le deal commercial, c'est vous qui allez le fixer avec lui, c'est pas l'inverse. Il faut bien s'en rendre compte et que vous soyez un très grand compte client ou une petite start-up ou une agence de voyage. C'est une discussion à avoir avec lui et parler aujourd'hui, demain en disant un influenceur ou un blogueur ça coûte cher, je suis désolé, mais non, ce n'est pas vrai. Alors justement, on en avait parlé avec Marion quand je l'avais interpellé sur le ROI. Ton expérience, est-ce qu'avec celle-ci, tu peux quand même nous confirmer que si le travail est bien fait, le retour sur investissement, on peut l'avoir? Tout à fait. Je ne vais pas dire le contraire, je vais me prendre des pierres tout de suite dessus, mais en soi aujourd'hui on remarque deux choses. Il y a deux KPI qu'il faut bien prendre en compte. Les KPI, c'est les performances clés que l'on va attendre d'un influenceur ou d'un blogueur lorsqu'on va le faire partir en mission. Il y a le ROE, qui est le retour sur engagement que peut attendre une destination et également sur sa visibilité. Et de l'autre côté, on a le ROI, qui est le retour sur investissement. Dans le cas général, une destination va parler de ROE parce que ce dont elle a besoin, c'est d'avoir un maximum de visibilité, de notoriété et d'engagement sur les réseaux sociaux. Donc là, on va parler de viralité. Et de l'autre côté, quand on va parler de ROI, là, ça va plutôt concerner des tour opérateurs, des agences de voyage et plus largement tout acteur touristique qui verra un intérêt financier derrière. Il faut savoir une chose, c'est que ce n'est pas dans tous les cas que ça fonctionne la relation blogueur et influenceur. C'est pas parce que vous allez bosser avec eux qu'automatiquement, il y a une solution miracle qui vous permettra demain de générer des ventes. C'est vous qui êtes à l'origine de ça. C'est de ce que vous allez faire avec lui. C'est de comment vous allez driver aussi l'opération marketing. Quel deal commercial vous allez créer avec lui. Stanislas, on va être obligé de clore cette conférence en ligne puisqu'on va arriver au bout de notre timing et puis on va donner la parole à la salle si vous avez des questions à poser. La dernière question que je voudrais vous poser, pour qu'on ne prenne pas trop de retard, c'est justement pour prendre appui sur ce que tu viens de dire. J'aimerais que vous compreniez que le message qu'a essayé de vous faire passer Marion et Stanislas, il est double. Vous avez deux objectifs. Premier objectif, faire venir des clients dans votre agence. C'est un objectif en tant que soi. Et puis un deuxième objectif, c'est-à-dire générer du produit digital que vous allez pouvoir utiliser dans votre agence. En fait, tout ça, ça se superpose. Ce n'est pas l'un ou l'autre, puisque la plupart du temps, c'est l'un et l'autre. Donc, je crois que le travail de réflexion que vous devez avoir, il est là. Dans quel domaine j'ai le plus besoin? Est-ce que c'est de faire venir des clients ou est-ce que c'est avoir une matière à utiliser pour ma digitalisation, ma transition numérique de mon entreprise? Alors, la conclusion que je vais vous demander, c'est par rapport à ce point-là. Stanislas, comment conseilles-tu tes clients pour utiliser ces deux leviers? L'un
ou l'autre, ou l'un et l'autre. Et puis, concrètement, Marion, comment tu fais justement par rapport à ça? Donc, Stanislas. Question de cible. C'est bien résumé, non? Oui. Question de cible. Ça va Si une question de cible pure et dure, je reviens dessus une nouvelle fois, mais est-ce que travailler avec ce blogueur-là vous ramènera des clients potentiels, des prospects potentiels, une nouvelle communauté que vous n'aviez pas utilisée à la base? Question de cible, tout simplement. Est-ce qu'il vaut mieux pas que je m'arrange avec Le Figaro pour avoir un superbe article qui parle des services que je propose et de comment je vais créer une expérience pour une cible de personnes qui soit à plus 40 ans, CSP+, et qui demain sera des potentiels prospects qui voudront des devis, ou est-ce que tout simplement mon positionnement c'est des voyages pas trop chers pour les États-Unis que l'on peut vendre dès 18 ans et passer par un influenceur très connu mais très très jeune. Bref, c'est simple, c'est une question de cible. Est-ce que ce blogueur-là correspond à la cible de prospect avec laquelle vous aimeriez travailler? Vous vendez que des voyages de golf, ne travaillez pas avec un influenceur qui fait de la plongée. Travaillez avec un influenceur qui fait du golf. Ils ont compris. Donc vous avez compris, vous avez un travail à faire qui est un travail de segmentation, choisir le domaine, le territoire que vous voulez développer et donc voir de quelle façon vous allez travailler avec un influenceur. Alors Marion, vous, quand vous rencontrez une agence, vous êtes amené à leur proposer donc justement un ciblage par rapport à leur stratégie commerciale et aussi la capacité de faire une vidéo, de poster sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Vous faites tout ça comme un peu? Exactement. En fait, moi, je suis multicasquette, donc je vais tout leur présenter. C'est leur donner envie, forcément. Donc, je vais leur dire, je vais vous faire des posts sur Instagram, je vais vous faire du live sur les réseaux sociaux. Je peux aussi vous faire une vidéo parce que je travaille avec un monteur. Donc, maintenant, j'ai quelqu'un qui monte mes vidéos. Je vais vous faire un article. Puis voilà, je vous propose aussi un projet qui me ressemble. Donc, c'est un travail sur le long terme et ça prend du temps. Et voilà, et on en revient toujours au ciblage. Si on a bien ciblé dès le départ le blogueur, on peut mettre en place des projets sur le long terme et ça ne va peut-être pas marcher de suite, mais peut-être que dans 2 ou 3 mois ou 5 mois ou 6 mois, on commencera à avoir du résultat. Donc il faut être aussi patient. Eh bien voilà, patience. Écoutez, voilà, on a terminé pour la partie de présentation. Je vais vous laisser la parole. Si vous avez des questions, vous la posez, je la reformule et Stanislas ou Marion va vous répondre. Alors, une question, je vous en prie. Donc Stanislas, une question de Fantastic Experience, c'est ça? Et voudrait savoir, est-ce que le critère quand même est celui de la taille de la communauté qui permet de différencier le petit ou le grand influence que ça peut nous apporter? On parle plutôt de qualification de la cible. Est-ce que c'est pas parce que on travaille avec un très gros influenceur qui a énormément de followers qu'automatiquement ça vous apportera plus de trafic ou plus d'engagement ou peut-être plus de demandes de devis pour votre agence. On parle plutôt de qualification, c'est-à-dire au final, peut-être qu'un influenceur ou un micro-influenceur ou un blogueur qui a 1000 followers, mais 1000 followers qui correspondent réellement à une expérience autour du vin, par exemple en Bourgogne, au travers de châteaux, etc., correspondent plus qu'à quelqu'un qui a 1 million d'abonnés, mais qui au final s'intéresse plutôt à sa paire de baskets ou à sa dernière casquette. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est plutôt une qualification. Marion, que dire? Moi, je rebondis là-dessus. Moi, je ne me considère pas du tout comme une grande influenceuse parce que je n'ai pas cette grosse communauté dont vous parlez, même si c'est respectable. Enfin, pour vous donner un chiffre, j'ai 17 000 abonnés sur Instagram. C'est super. Il y en a qui en ont 30 000, 40 000. Mais derrière, dans les 17 000, j'ai déjà des gens qui achètent. C'est toujours pareil. Ma cible, je sais qui elle est et je sais qu'elle a du pouvoir d'achat. Donc, au final, c'est pas grave. Je n'ai pas 50 000 abonnés encore. Bientôt. Mais voilà, petit à petit, je me dis, je suis plus une micro-influenceuse dans ces cas-là. Plus petite, mais derrière, j'influence parce qu'il y a un acte d'achat. Marion, alors l'idée serait de donner une idée. Combien de temps il faut pour arriver à 17 000 followers? Donc, ce que disait Stanislas, un blogueur qui arrive et qui a déjà 20 000 au bout de 2 mois, je pense qu'il y a un réel souci, c'est plus possible aujourd'hui, clairement. Moi, j'ai ouvert le compte Instagram au retour du Tour du Monde en 2016, donc ça va faire 3 ans, et je monte tout doucement. Donc j'en suis à 17 000. Et parfois, j'ai des montées incroyables où je vais gagner 1500 abonnés sur des OP, et j'en repère derrière 1000 aussi. Donc c'est vraiment variable. Mais oui, ça prend du temps et de l'énergie.
Est-ce qu'il y a une autre question? Vas-y, je t'en prie. Stanislas, une question pratico-pratique. Où est-ce qu'on trouve les blogueurs et influenceurs? Où faut-il s'adresser? Alors, je ne vais pas faire plaisir à beaucoup de personnes, mais déjà, on a un principe même, nous, à l'agence, hein, c'est nous. On refuse tout ce qui est plateforme. Il y a énormément de plateformes qui existent aujourd'hui, qui vous permettent de vous mettre en relation avec des blogueurs et des influenceurs. Avec ça, tout ce qu'on a dit auparavant, qui est déjà de la relation humaine, de pouvoir les rencontrer, de discuter avec eux, d'avoir un feeling, de penser à des choses, etc. Au travers d'une plateforme, vous ne l'avez pas. Donc la meilleure des solutions, et c'est ce qu'on applique nous, et surtout moi au quotidien, c'est Google. Quand j'ai besoin de trouver quelqu'un ou de découvrir, hein, tout simplement, je cherche dans Google. Je ferai exactement la même chose que vous. C'est pas parce qu'on est une agence digitale et qu'on a forcément des outils mieux que les autres, etc. Non, on va utiliser Google, on va chercher par nous-mêmes. Exactement. Et après, il y a d'autres moyens. Alors, il y a le moyen d'aller aux toilettes et finalement de regarder les influenceurs qu'on suit, avec qui ils partent en opération, etc., etc. Et de se dire, pendant ce moment-là, je vais pouvoir les regarder, ce qu'ils font, comment ils se comportent, qu'est-ce qu'ils communiquent, comment ils communiquent, quelle est la production de contenu, avec qui ils partent, quels est finalement les influenceurs qui sont un peu environnants d'eux. Alors c'est sûr quand on a une thématique un petit peu plus compliquée, on a eu des thématiques autour du voyage de plaisance pour naviguer autour de la côte de Méditerranée. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Là, faut rechercher, il faut rouvrir Google, il faut rechercher d'autres personnes, etc. Les suivre pendant un petit moment, regarder comment ils évoluent. Mais pour aller les cibler, c'est simple. Nous, on utilise Google et on regarde sur les réseaux sociaux et également sur leur blog et sur leur propre compte avec qui ils ont l'habitude d'aller voyager, etc. Et je vais vous prendre un cas très particulier et direct. Quand on est un très gros tour opérateur, qu'on est une très grosse destination ou un groupe hôtelier, etc., généralement, on a tendance à créer des block trips. Le block trip, c'est d'envoyer plusieurs personnes sur une même destination pour en faire la promotion et de mutualiser un peu les coûts du voyage pour faire un groupe et ne pas seulement envoyer une seule personne qui aurait très peu de visibilité et élargir son cercle d'audience avec plusieurs personnes. Donc, là, par exemple, en tant qu'agence, hein, on a l'obligation de créer des groupes qui s'entendent bien, qui ont l'habitude de travailler ensemble ou qui se connaissent déjà un peu de loin, etc. Et on fait plus de la psychologie qu'autre chose, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont bien s'entendre sur place? Est-ce que ça va bien fonctionner? Est-ce que derrière, s'il y en a un qui a pris une belle photo, il pourra la partager avec son collègue parce que même si c'est lui qui l'a produite, peut-être que lui ne l'avait pas, etc., etc. Et c'est ce qu'on essaye d'imbriquer. Et Marion maintenant a un petit peu l'habitude, mais obligatoirement sur chacun des voyages qui est fait, notamment en block trip, c'est une question psychologique avant tout. C'est-à-dire c'est pas qu'une question d'audience, c'est pas qu'une question de production de contenu, etc. Mais c'est des personnes qui vont bien s'entendre et ça décuple considérablement l'audience qu'on aurait et la création de contenu des personnes qui voyagent ensemble. Intéressant. Est-ce qu'il y a une autre question? Je vous en prie. Christian de l'agence Mikado souhaite définir le contour des relations qui se passent entre une agence ou des agences par rapport à la relation qui se crée. Alors au tout début, moi quand j'ai commencé, je me suis dit j'allais travailler peut-être avec plusieurs agences parce qu'on ne sait jamais, on sait ce que c'est faire des devis, il faut les concrétiser, ça ne marche pas toujours. Et en fait, quand l'agence m'a proposé de travailler avec elle, déjà j'ai eu un très bon feeling avec elle. Donc je me suis dit bon, on va déjà voir avec elle et ce que ça donne. Et puis au fur et à mesure qu'on avançait, je me disais bon elle me donne son réseau, je lui donne aussi mon réseau parce que j'avais aussi des partenaires et je ne me suis pas sentie travailler avec d'autres agences en fait. J'avais vraiment envie d'être fidèle à cette agence parce qu'elle m'a laissé la liberté de faire tout ce que je voulais, parce que j'étais libre dans la création, j'étais libre avec mes partenaires, elle ne m'a jamais rien imposé. Et au final, je me suis dit pourquoi aller voir ailleurs alors que j'ai beaucoup de choses à faire avec elle. Et j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se passait. Donc aujourd'hui, je ne travaille qu'avec elle. Et par contre, la seule possibilité que je pourrais avoir, comme là je suis sur on va dire une cible donc individuelle, mais je pourrais me tourner vers une cible très très luxe qui pour moi n'a pas vraiment de concurrence avec l'agence. Et je lui ai dit dès le départ parce que je pense qu'il faut être honnête aussi. Et tout se passe bien. Et en fait, je lui apporte mon réseau, je lui apporte mes connaissances, mais elle m'apporte aussi son réseau. Donc ça fonctionne. Et pour répondre à votre question, oui, je vais avoir des parts puisque c'est en cours. Autre question que vous aviez pour l'agence de passage secret. Finalement, l'important, c'est que vous puissiez avoir éventuellement plusieurs clients, mais qui ne soient pas en concurrence les uns avec les autres.
C'est la difficulté. C'est pour ça que c'est au blogueur de choisir s'il veut ou pas travailler avec d'autres agences. Vous ne pouvez pas lui imposer. Il est en contrat de travel planner ou apporteur d'affaires, donc vous ne pouvez pas lui imposer. Par contre, c'est sa vision à lui du voyage, c'est comment il voit ça. C'est-à-dire que c'est soit du one-shot avec une agence, clairement, et puis il ira travailler avec une autre agence, ou alors vous établissez un contrat de confidentialité en disant vous travaillez avec moi uniquement et pas avec d'autres agences. Mais voilà, il faut vraiment discuter et être honnête dès le départ pour pas qu'il y ait de surprise à la fin en fait. Est-ce qu'il y a une autre question? Pour Clotilde, on va commencer par la question. Quel est le statut juridique qui est le vôtre? Comment ça se passe? Donc mon statut, je suis en contrat travel planner, apporteur d'affaires, et j'ai un pourcentage sur le montant hors taxe du voyage vendu, tout simplement. Et je suis donc en auto-entrepreneur. D'accord. Il y a l'ancien monde et le nouveau monde. L'idée, c'est pas de les opposer, mais ça se superpose en fait. Stanislas, peut-être. Je vais vous donner un peu de croustillant déjà sur la partie contractualisation. Il faut savoir une chose, c'est que normalement, un influenceur ne doit pas être en freelance. Ne doit pas être en freelance pour la simple et bonne raison qu'il doit avoir un contrat CDD de mannequinat sur la partie où il doit travailler sur une mission de promotion en cadre particulier qui est délivrée par l'agence digitale avec laquelle il travaille. Pour la simple et bonne raison qu'il se met en avant. Quand par exemple Marion va faire un vlog, il va se mettre en avant. Le contenu qu'elle produit, c'est pas du contenu de destination qu'elle va le filmer comme on peut être sur de la production de contenu. Elle se filme elle en avant sur une destination. Alors on en est très loin encore de toutes ces réglementations-là. Ça commence à arriver de plus en plus et la relation blogueur-influenceur va être de plus en plus contractualisée et surveillée. Notamment sur la création de contenu qui est sponsorisé pour une marque, etc. Puisque là, on parle de défense du consommateur et éviter qu'il y ait des publicités mensongères ou que ce soit de la publicité dissimulée. Ça, il faut faire très attention là-dessus. Mais ça va arriver doucement, tranquillement. Et de l'autre côté, le contenu en fait, des formats qui changent complètement entre un média et un influenceur, un blogueur, etc., c'est qu'il va vous montrer les coulisses. Il va vous montrer les coulisses, mais il y a d'autres médias dans la profession qui se débrouillent très bien là-dessus pour communiquer à la fois sur une partie médiatique, donc écrire des articles, et en même temps faire une couverture médiatique qui soit B2B sur l'ensemble de leurs réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'ils ont su générer un certain trafic sur leurs réseaux sociaux depuis leurs médias, de manière à créer des communautés d'agents de voyage, de tour opérateurs, de producteurs de voyages, etc. Et quand ils vont accompagner, par exemple, comme Marion a pu le voir sur la destination du Brésil, on a pu faire une communication à la fois B2C et B2B, tout simplement parce qu'on a pu faire exactement la même production de contenu qu'un influenceur B2C auprès d'une communauté B2B. Il faut savoir une chose, c'est que le virage digital pour tous les médias, il est actuel. Ils se rendent compte, bien évidemment, qu'il y a des influenceurs qui existent, qu'ils soient sur Instagram, qu'ils soient sur Facebook, qu'ils soient sur d'autres réseaux sociaux où il y a encore des différences d'âge très importantes. Maintenant, c'est très important de pouvoir s'y placer. On prend un média qui existe aujourd'hui comme Brut que tout le monde connaît aujourd'hui, qui fait principalement les lives qui vont couvrir tous les événements gilets jaunes dans Paris, etc. Eux, ils ont tout de suite pris le virage digital à 300%. Alors, je ne dis pas qu'il faut abandonner l'esprit papier parce qu'on en a besoin. Je ne dis pas qu'il faut oublier les articles très très longs, type d'interviews qu'on a l'habitude de voir, etc. Mais c'est aux médias aussi de se positionner sur un aspect beaucoup plus live, authentique, expérientiel, apprendre à mettre les faits qu'ils relatent beaucoup plus, mieux en avant ou différemment sur leurs réseaux sociaux. Et c'est ce qu'on voit arriver de plus en plus quand ils partagent leurs articles pour susciter l'envie sur les réseaux sociaux de cliquer pour aller voir qu'est-ce qui se passe derrière tout ça. Ils en disent un tout petit peu, mais pas trop, en reprenant des codes très très jeunes que l'on a sur les réseaux sociaux à dire mais de quoi ils parlent? J'ai envie de voir, j'ai envie d'aller cliquer dessus et avoir des faits vraiment live et coulisses. Eh bien, ça va être notre conclusion, ça, Stanislas, parce que précisément c'est ce qu'on fait. Je vous rappelle que cette conférence sera en ligne sur le site de la PST et sur le site d'e-tourisme et notre partenaire, le quotidien du tourisme. Nous allons préparer d'autres séries de conférences où vous serez d'ailleurs invités. Les prochains sujets sont déjà choisis. C'est le référencement naturel, on vous communiquera la date.
et aussi comment travailler avec Google. Vous savez que Google est une boîte américaine avec laquelle il est assez difficile de travailler parce que nous, en tant que journalistes, c'est assez contingenté, mais on a quand même l'autorisation de travailler avec Google eux-mêmes et non pas avec leurs prestataires. Donc là aussi, on vous communiquera la date et vous serez bien évidemment conviés. Donc au nom de l'APST, vous avez vu, hein, la petite coccinelle, elle est là, au nom de l'APST, au nom d'Alix Philippon, de son secrétaire général Emmanuel Toromanov, je vous remercie et je vous dis à la prochaine fois. Merci. Merci.